Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le cas de Patrice Allègre, un tueur en série français. C'est une vidéo qui va être dure, je préfère vous prévenir tout de suite. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo qui me fait super plaisir personnellement puisque c'est Shadows, la plateforme de streaming entièrement dédiée au cinéma d'horreur, de thriller et de fantastique. Premier point qui régale, c'est une plateforme française gérée par des passionnés du genre qui vont aller dénicher des exclus, des petites pépites pas trop connues, mais aussi bien sûr des grands classiques. Il y en a pour tous les goûts avec près de 500 films classés dans plein de catégories. D'ailleurs là, le 31 octobre prochain, donc pile pour Halloween, il y a un nouveau film qui sort qui s'appelle Deadstream. Shadows m'a permis de le voir en avant-première pour vous en parler et ça tombe bien parce que je pense qu'il va vous plaire. Deadstream est dans la lignée des classiques du found footage, style le projet Blair Witch, les REC ou encore Paranormal Activity, mais avec une saveur très 2022. Le personnage principal est un streamer bien problématique, bien pénible, l'acteur le fait d'ailleurs trop bien, qui décide de reconquérir sa communauté en faisant un live urbex dans une maison abandonnée. Je vous en dis pas trop, mais le film mélange beaucoup de genres, principalement de l'horreur et de la comédie. Il y a beaucoup de refs à l'univers d'internet, c'est assez méta, et en sous-texte, il y a une vraie critique, que ce soit des influenceurs, mais aussi des commentaires négatifs, ou même de l'ambiance qui pousse parfois les créateurs au toujours plus. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant le film. Alors si jamais ça vous intéresse, sachez que l'abonnement à la plateforme Shadows est de 4,99€ par mois, sans engagement, et que si vous entrez le code promo SoniaLiu en ce moment, vous aurez accès à un mois d'abonnement gratuit. Alors foncez, le lien est en barre d'informations, et moi je remercie encore Shadows de m'avoir fait confiance pour cette collab qui fait vraiment trop plaisir. Allez, on va passer au sujet de la vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une petite mise au point. Cette vidéo va se concentrer spécifiquement sur les faits pour lesquels Allègre a été condamné et sur son parcours, son profil psychologique, tout ça. Je préfère vous dire tout de suite que pour cet épisode, je vais volontairement laisser de côté tout un pan de l'histoire qui concerne plutôt des accusations, des rumeurs, presque du complot, et je dis vraiment pas ça avec mépris, mais plutôt dans le sens vraiment toute une sorte d'organisation secrète. Vous me direz si vous souhaitez que je fasse une seconde partie, donc un épisode entièrement consacré à cet aspect-là de l'histoire de Patrice Allègre, mais là, pour le moment, j'ai préféré séparer ces choses parce qu'il va déjà y avoir beaucoup d'éléments à donner et je préfère mettre tout ce qui est sûr et confirmé d'un côté et le séparer de l'hypothétique. Nous sommes à Toulouse le 27 février 1989. Valérie Thariot, 21 ans, est retrouvée décédée à son domicile. La scène est violente. Le corps de Valérie gît sur son lit, dans un peignoir. Ses poignets sont ligotés avec un lacet, la bouche est bâillonnée avec un foulard. La tête repose sur une casserole remplie de sang qui a coulé de sa bouche. Par terre, on trouve une culotte déchirée en deux. La seule blessure observable est un sillon au niveau du cou. Quelques jours plus tôt, le gardien de l'immeuble a retrouvé dans le local à poubelle un sac à dos appartenant à Valérie et dans ce sac, il y a ses papiers d'identité, un cendrier, des mégots de cigarettes, un verre, une chaussure, la clé de l'appartement et une lampe de chevet tachée de sang. L'autopsie de la jeune femme va apporter d'autres précisions. D'abord, on a trouvé un deuxième foulard enfoncé tout au fond de la gorge de Valérie et les résultats des analyses toxicologiques indiquent une consommation massive de médicaments à un tel niveau que cette consommation a pu entraîner la mort. Suite à ces résultats, les enquêteurs concluent à un suicide et l'affaire est classée sans suite par le parquet. Oui,
Oui, oui, oui, vous avez bien entendu, un suicide. C'est une conclusion qui ne va pas du tout satisfaire la famille de Valérie Thariot, qui se constitue partie civile pour porter plainte contre X pour assassinat quelques mois plus tard, mais malheureusement, la procédure aboutira sur un non-lieu le 2 juillet 1991. Vous allez voir, on n'est pas au bout de nos peines dans cette affaire. 11 mois plus tard, des promeneurs font une découverte intéressante sur un chemin à Fenouillet. Ils retrouvent un portefeuille et plusieurs papiers appartenant à une dénommée Laure Martinet. Le même jour, à une vingtaine de kilomètres, à Bon-Repos-Riquet, on découvre le corps sans vie d'une jeune femme de 19 ans dans un fossé. Elle est entièrement nue, à l'exception de ses chaussettes. Il s'agit bel et bien de Laure, portée disparue depuis 2 jours. L'autopsie va révéler que la jeune femme est décédée suite à une strangulation et qu'elle a subi des violences sexuelles au niveau de l'anus et du vagin dues à l'introduction d'un objet, probablement une batte de baseball. De plus, le médecin légiste observe également une rupture de la rate, ce qui indique un coup violent dans l'abdomen, comme par un coup de pied par exemple. Aucune piste sérieuse ne ressort pour le meurtre de Laure Martinet et aucun lien n'est établi entre les deux affaires évidemment. Vous, puisque vous regardez cette vidéo, vous savez déjà que Patrice Allègre est derrière tout ça, mais à l'époque, il est pas du tout suspecté. Puis, fait étonnant et plutôt rare chez les tueurs en série, 7 ans vont s'écouler sans qu'ils ne fassent apparemment d'autres victimes. Je vous dis bien apparemment parce que, en fait, il existe des doutes là-dessus, mais je pense que je vous en reparlerai plus tard. 7 ans passent donc jusqu'au matin du 11 février 1997, il est 9h du matin quand les pompiers entrent dans un appartement toulousain situé au 4e étage du 38 rue des Anges où un incendie s'est déclaré. À l'intérieur de cet appartement, on retrouve le corps sans vie et brûlé de Martine Mathias, 29 ans. Martine est étendue sur le ventre sur son lit qui a brûlé. Il y a un chargeur de pistolet automatique par terre, un soutien-gorge déchiré et taché de sang dans la salle de bain, des traces de sang dans la baignoire et sur le tapis, une ampoule dévissée et posée par terre. Les pompiers constatent également qu'il y a eu 2 départs de feu volontaires distincts dans l'appartement, un dans la chambre et un dans le salon au niveau d'un fauteuil. L'inspecteur de police judiciaire en charge de l'enquête réunit tous ces éléments, tous ces indices et il conclut à un décès par suicide. 10 jours plus tard, le 22 février 1997, Émilie Espèce, 21 ans, se trouve dans un bar de Toulouse. On est en fin de matinée, milieu de journée, et la jeune femme est venue pour prendre quelques verres avec ses amis. Et c'est là qu'elle fait la rencontre d'un mec qui a la trentaine, qui est très sympa et pas mal physiquement. Il s'appelle Patrice Allègre. Émilie et ses potes sympathisent avec Patrice qui sait visiblement se faire apprécier puisqu'il distribue des petites pilules d'ecstasy à tout le monde et tout le monde est ravi, ils font la fête une bonne partie de la journée. Le soir par contre, Patrice a une soirée techno de prévu donc il peut pas rester avec le groupe et doit partir, mais il propose à Émilie de l'accompagner, ce qu'elle accepte. Ils partent ensemble et rejoignent d'abord un pote de Patrice, Yves, chez qui Patrice loge depuis quelques temps. Ils dînent tous ensemble, ils se font un petit apéro, verre d'alcool, cocaïne. Je pense que vous l'avez compris, on est dans l'ambiance du gros teufeur. Hein. Puis finalement, Patrice et Émilie partent ensemble dans l'Austin Mini de Patrice à la fameuse soirée techno à laquelle ils arrivent vers minuit et demi environ. Sur place, Émilie profite, elle danse sur la piste, pendant que Patrice, lui, il est plutôt du genre accoudé au bar à enchaîner les bières. Vers 2h du matin, les deux sont fatigués, ils décident de rentrer, Patrice reprend le volant et à peine quelques minutes plus tard, Émilie s'endort dans la voiture. Quand elle se réveille, un petit moment plus tard, elle se trouve à présent sur la banquette arrière de la voiture, elle ouvre les yeux en sursaut, Patrice est au-dessus d'elle, ses mains serrées sur sa gorge en train de l'étrangler. Émilie tente de se débattre, elle crie, elle le griffe, elle lui tire les cheveux. Patrice Allègre lui assène des grands coups de poing dans le visage en hurlant « Ta gueule !» et Émilie perd connaissance. Elle reprend conscience quelques minutes plus tard et réalise que Patrice a commencé à la déshabiller. Il est au volant, il roule désormais sur un petit chemin de cailloux. Émilie sent qu'elle va probablement mourir. Alors elle parle à Patrice en essayant de rester calme pour faire redescendre la pression. Elle lui dit qu'elle comprend, que c'est des choses qui arrivent quand on a trop bu, que c'est pas grave, qu'elle en parlera à personne. Patrice arrête la voiture, il lui demande une fellation, Émilie refuse. Il s'approche d'elle, termine de la déshabiller. Il essaye de la violer pendant qu'Émilie reste immobile, elle se laisse faire.
elle continue de lui parler pour essayer de le calmer. Patrice n'arrive pas à maintenir une érection complète, mais il parvient quand même à violer Emily, puis il s'arrête après avoir éjaculé. Là, il fond en larmes et déclare regretter ce qu'il vient de faire. Il dit à Emily « Tu tiens 10 ans de ma vie dans tes mains ». Et Emily Espès, cette nuit-là, console son violeur et son agresseur. Elle le rassure et lui parle doucement, parce qu'elle n'a qu'une idée en tête, sortir vivante de ce cauchemar. Elle va parvenir à le calmer et lui demande de la ramener chez elle. Patrice refuse. Alors ils rentrent ensemble chez Yves, le copain qui héberge Patrice. Ils se couchent ensemble dans le même lit. Puis vient l'attente. Emily, elle a vécu l'enfer, mais elle est en vie. Elle sait que dans la pièce d'à côté, il y a Yves. Alors elle se sent enfin un petit peu en sécurité, même si Patrice dort à quelques centimètres d'elle. Elle somnole pendant les heures suivantes, jusqu'à entendre enfin Yves et sa copine qui se sont levés. Elle se lève, elle aussi, et les retrouve dans la cuisine. Yves et Nora, sa copine, sont horrifiés lorsqu'ils voient le visage tuméfié d'Emily. Elle leur raconte qu'elle a été agressée par un gars à la soirée. Elle dit qu'elle n'a pas pu voir son visage parce qu'il avait une capuche. Elle ment pour protéger Patrice, mais peut-être surtout pour se protéger elle-même. Elle est à ce moment-là dans un état de choc très important, sidérée, peut-être même en train de vivre un épisode de dépersonnalisation ou de déréalisation, c'est-à-dire qu'elle se sent extérieure à tout ce qui se passe. C'est un mécanisme de défense très fréquent chez les personnes qui viennent de subir un traumatisme. Yves la prend à part, il insiste. Patrice n'a vraiment rien à voir là-dedans parce que, quand même, s'il l'héberge justement, c'est pour une histoire pas très nette. Son ex, Sylvie, l'a mis à la porte après une dispute violente et Yves le sent pas vraiment, ce Patrice. Mais Emily persiste, non, y a rien à voir, c'était vraiment un gars de la soirée. Patrice Allègre vient de se lever justement et fait son entrée dans la cuisine lui aussi. Il confirme la version d'Emily. Oui, effectivement, c'était un connard encapuchonné, pas moyen de le rattraper malheureusement. Nora emmène tout de même Emily aux urgences. Les médecins constatent des marques de strangulation sur le cou de la jeune femme. Elle a aussi plusieurs fractures au visage et elle doit rester plusieurs jours en observation à l'hôpital. Là-bas, Emily Espès se sent définitivement plus en sécurité. Elle décide de parler et de porter plainte contre Patrice Allègre pour agression et viol. Mais Patrice, de son côté, s'est douté qu'Emily risquait de le dénoncer et il a déjà quitté l'appartement d'Yves pour prendre la fuite. Après ces faits, Patrice Allègre va enfin être recherché par la police et il va faire une cavale d'environ 3 mois pendant lesquels il crèche de ci de là. Il va aller chez sa mère qui lui donne un peu d'argent, il retourne chez son ex Sylvie qui ne veut plus le voir, puis il va chez son autre ex Cécile qui est la mère de sa fille et qui elle non plus n'a pas du tout envie d'entendre parler de lui. Pour continuer à subsister, Allègre vole. Il vole notamment les voitures avec lesquelles il se déplace. Il repasse par Toulouse et cambriole l'appartement d'Yves, entre autres. Et puis, sa route va le conduire à Foix, en Ariège, où il trouve refuge dans une communauté de marginaux. Le 14 juin 1997, Patrice Allègre fait la rencontre de Mireille Normand lors d'une fête de village. Mireille a 35 ans, elle vit seule dans un chalet dans une petite commune située juste en dessous de Foix. Patrice, qui se fait désormais appeler Franck, propose à Mireille ses services pour bricoler et s'occuper du jardin en échange de l'hébergement. Mireille accepte. En plus, le 20, elle sait qu'elle devra s'absenter pour partir chez ses parents et elle se dit que comme ça, il gardera la maison. Pendant plusieurs jours, Mireille et Franck vivent comme ça, tous les deux. Le courant passe bien entre les deux, lui s'occupe de réparer des choses, d'entretenir le terrain, et puis quand vient le soir, ils dînent ensemble, ils discutent, puis ils refont le monde en fumant quelques joints. Le 19 juin, Mireille passe la journée avec Patrice chez un ami à elle. Ils font la fête parce qu'elle vient de décrocher un emploi dans une réserve de loups à Orlu, et ils rentrent en fin de journée. Ils ont tous les deux beaucoup bu et fumé du cannabis. Soudain, Patrice Allègre tente d'embrasser Mireille qui refuse ses avances et décide d'aller se coucher pour couper court à ce moment. Mais Allègre la suit dans sa chambre, lui saisit la tête et la cogne contre le mur. Mireille est étourdie mais elle parvient à se défaire de l'étreinte, alors Patrice soulève une chaise et l'utilise pour assommer la jeune femme qui s'effondre sur le lit inconsciente. Allègre la viole, puis tout à coup il est pris d'un doute, la porte d'entrée du chalet est peut-être restée ouverte. Donc il descend pour la fermer et revient jusqu'à Mireille. Il la viole à nouveau en la sodomisant cette fois. Comme l'acte semble un peu la faire revenir à elle, il l'étrangle à main nue, mais lorsqu'il relâche son étreinte, Mireille respire encore. Alors Patrice décide de descendre au garage pour trouver de quoi l'attacher aux chevilles et aux poignets, ainsi que de quoi la bâillonner.
Une fois que tout ça est fait, il descend le corps inanimé de Mireille au rez-de-chaussée puis il se met à faire le ménage pour effacer les traces de sang. Sur la moquette de couleur bleue, il passe un coup de peinture bleue pour masquer les taches. Il utilise une ponceuse pour enlever la couche supérieure des meubles en bois sur lesquels des gouttes de sang sont entrées. Il brûle le drap du lit et les vêtements de Mireille dans le jardin et les seins il les passe à la machine à laver. Ensuite, il enroule le corps de Mireille dans une couette, puis creuse un trou dans la terre avant d'enterrer la pauvre femme dans son propre jardin la nuit du lendemain. Avant de quitter le chalet, il embarque 5000 francs en liquide que Mireille venait de retirer et puis quelques objets qu'il pourra revendre aussi, du genre la télévision, magnétoscope, la fameuse ponceuse, des outils. Puis il laisse un mot manuscrit sur la table pour tenter de brouiller les pistes. Mireille, je sais pas où t'es, j'ai fini de bricoler et je m'en vais. À la prochaine, Franck. Le 20 juin 97, Patrice Allègre quitte le chalet au volant de la voiture de Mireille Normand et prend la direction de l'Espagne. Ce jour-là, c'est aussi son 29e anniversaire. Quelques jours plus tard, Patrice Allègre se retrouve à Alicante, dans le sud de l'Espagne. Il fait la rencontre de deux copines, des Françaises, Isabelle et Valérie. Les trois deviennent très vite bons copains et ils vont passer plusieurs jours de vacances ensemble, à aller à la plage, dîner ensemble, papoter. Puis les vacances se terminent pour les deux femmes qui doivent rentrer sur Paris. Avec Patrice, elles vont faire comme on le fait tous, des promesses de se revoir bientôt, des échanges de coordonnées, si seulement elles avaient su. Allègre continue sa route de son côté, il va même partir en Allemagne, pendant un moment en Belgique aussi, puis il repasse par Paris le 1er septembre 97. Évidemment, il passe un petit coup de fil à Isabelle et Valérie et un dîner au restaurant est prévu pour le soir même. Les deux copines sont ravies de revoir leur ami de vacances. Le repas commence et c'est là que Patrice Allègre leur explique sa situation. Il dit qu'on lui aurait volé sa voiture et tout son argent. Le type se fait carrément passer pour une victime, il doute vraiment de rien. Bref, il demande aux filles si l'une d'elles peut l'héberger pour quelques jours, le temps de se retourner. Valérie décline, elle doit partir le lendemain en déplacement professionnel, mais Isabelle, elle, accepte de laisser dormir Patrice sur son canapé, mais elle pose quand même ses conditions, pas plus de 4 jours. Le 4 septembre 1997, un petit peu après 13h, une explosion suivie d'un incendie surprennent les habitants de l'immeuble situé au numéro 16 de la rue Jacques-Baudry, dans le 15e arrondissement. L'origine du trouble provient d'un studio situé au 2e étage, appartenant à une jeune femme de 31 ans, Isabelle Chichery. Son corps partiellement brûlé est retrouvé allongé sur le lit. Dans la cuisine, les robinets de gaz ont été ouverts, tandis que le feu semble avoir débuté plutôt près de la salle de bain. Isabelle n'était visiblement pas seule avant de mourir, la porte d'entrée n'a pas été fracturée, il y a 3 verres sur la table, une bouteille de rosé et une autre de champagne. Les blessures sur le corps de la victime indiquent des faits d'une grande violence. Il y a du sang dans la cuvette des toilettes. Du sang a également coulé de sa bouche, de son nez et de son anus. Une carotte ensanglantée est retrouvée à côté du matelas. L'autopsie confirmera l'agression sexuelle et les actes de violence. L'anus et le vagin de la victime ont été perforés par l'introduction de la carotte. Les coups ont été portés un petit peu partout sur son corps, mais surtout principalement sur le visage. Et la cause du décès est attribuée à une asphyxie par strangulation. Aucune trace de sperme n'est cependant relevée nulle part sur le corps d'Isabelle. C'est un détail qui aura son importance, retenez-le. Lorsque les enquêteurs apprennent qu'Isabelle Chichery hébergeait au moment de son meurtre un dénommé Patrice, ils sont en état d'alerte maximum. Parce que je vous l'ai vite fait dit tout à l'heure, mais ça fait quelques temps déjà que Patrice Allègre est recherché par la police. Ça fait notamment suite au témoignage d'Émilie Espèce, qu'Allègre avait agressée et violée à la fin du mois de février et qui avait réussi à survivre à l'agression. Et puis, quand Mireille Normand a disparu, ses proches se sont alertés. Il a quand même fallu 3 semaines avant qu'on retrouve son corps ligoté et enterré dans le jardin. Mais dès cette découverte, les soupçons des gendarmes se sont fortement resserrés sur Patrice Allègre parce que même s'il avait utilisé un faux nom, de nombreux témoins ont vu son visage et l'ont reconnu sur des photos présentées par les enquêteurs. Lorsqu'il est revenu à Paris début septembre, il était déjà activement recherché, son signalement avait circulé partout en France en interne. Ses proches ont été mis sur écoute et l'un d'eux a accepté de collaborer avec la police pour le coincer. Patrice avait contacté un pote de Toulouse pour lui demander s'il n'avait pas un plan pour dormir sur Paris et c'est ici que les enquêteurs ont vu l'opportunité de l'attraper. Ils ont demandé à cet homme de rappeler Allègre et de lui indiquer une planque dans un immeuble de Châtenay mal abri.
Le 5 septembre 97, en fin d'après-midi, à 17h10 précisément, Patrice Allègre entre dans le hall de ce fameux immeuble où sont embusqués les gendarmes de la section de recherche de Versailles. Allègre n'oppose aucune résistance à son arrestation. Selon certains, il paraît presque même soulagé d'avoir été arrêté, comme s'il était fatigué d'être en cavale. Étonnamment, l'arrestation de Patrice Allègre n'a pas fait l'objet de beaucoup de bruit, de beaucoup d'attention médiatique lorsqu'elle est arrivée. Je pense déjà parce que la population n'était pas au courant qu'il y avait un tueur en série en liberté à cette période-là, vu que les liens entre les différentes affaires n'ont pu être faits qu'à posteriori, mais aussi parce qu'un autre drame l'a totalement éclipsé, l'accident de voiture suivi du décès de la princesse Diana à Paris le 31 août 1997. Du coup, l'arrestation de Patrice Allègre, ça n'a pas vraiment fait les gros titres en fait. Placé en détention provisoire, lorsqu'il est interrogé, Patrice Allègre se montre coopératif, il avoue ses crimes facilement et les raconte avec beaucoup de détails. Ce qui est perturbant, c'est qu'il les raconte au présent, comme s'il les revivait, avec un visage sans expression. À ce moment-là, Allègre est arrêté pour l'agression d'Émilie Espès et pour les meurtres de Mireille Normand et d'Isabelle Chichery, sauf que quand Allègre parle de Mireille Normand, donc la femme, vous savez, qu'il avait hébergée dans son chalet, il se trompe de prénom et il l'appelle plusieurs fois Martine. Et ça met la puce à l'oreille des enquêteurs qui commencent à se rendre compte qu'il se mélange les pinceaux avec une autre victime. Et en fait, c'est de là que Patrice Allègre va reconnaître 3 victimes supplémentaires. Martine Mathias, Laure Martinet et Valérie Thariot, sa toute première victime. Et à partir de là, il y a comme beaucoup d'indices qui cliquent en fait. Je vous rappelle quand même que pour Martine Mathias et Valérie Thariot, les enquêtes avaient juste conclu à des suicides. Or, ce que je vous avais pas encore dit, c'est que Patrice Allègre connaissait ces 3 femmes. Valérie Thariot était une collègue de Patrice Allègre, ils travaillaient tous les deux comme serveurs-serveuses dans le même café à Toulouse. Laure Martinet, elle avait déjà acheté à plusieurs reprises du cannabis à Allègre, c'était son dealer, et c'est pour ça qu'elle est montée dans sa voiture quand elle faisait de l'autostop, parce que elle l'a reconnu, donc elle lui a fait confiance malheureusement. Quant à Martine Mathias, c'était une voisine de Patrice Allègre. Elle vivait dans un appartement en face du sien, pas genre de palier, mais en vis-à-vis. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui allaient contre lui depuis la première victime, mais malheureusement, ça a échappé aux enquêteurs pendant un long moment. Vous remarquerez donc quelque chose d'inhabituel pour un tueur en série. Allègre connaissait personnellement toutes ses victimes, même si parfois c'était que depuis quelques jours ou même juste une journée avec Émilie Espès. Mais il y a toujours eu ce côté, on passe des bons moments, on fait des activités, on discute, on devient potes avant le passage à l'acte. Aussi, comme je vous le disais, Patrice Allègre était plutôt coopératif en interrogatoire. Il a avoué rapidement les meurtres, mais très vite les enquêteurs et plus tard les experts psy ont remarqué que s'il était capable de donner comme beaucoup d'informations sur son enfance, sur sa vie, quand il s'agissait de parler des meurtres, c'était beaucoup plus pauvre, beaucoup plus difficile pour lui de donner des éléments d'explication. À chaque fois, sa version des faits, c'était qu'il avait tenté un rapprochement et que les victimes avaient refusé, ce qui l'aurait fait basculer dans la violence. J'ai essayé de l'embrasser, elle s'est refusée, je l'ai étranglée. J'ai essayé de l'embrasser, elle n'a pas voulu, elle a refusé, ça m'a énervée. Elle s'est levée, je l'ai suivie dans sa chambre, là je l'ai étranglée et je l'ai violée. J'ai voulu l'embrasser, ça s'est mal passé. Dans les récits que je vous ai faits des meurtres de différentes victimes, je vous ai parfois donné des détails assez spécifiques, faisant souvent référence à des actes très violents comme par exemple l'utilisation d'objets pour agresser sexuellement. C'est pas anodin que je vous les ai donnés et c'est pas non plus pour rajouter du sordide à cette affaire, mais parce que ça a une vraie importance. Rappelez-vous, par exemple, quand je vous ai parlé du fait qu'on n'avait pas retrouvé de sperme sur une des victimes, qui avait été selon toute vraisemblance violée avec une carotte, eh bien ça, Patrice Allègre ne le raconte pas. Lui au contraire, il dit qu'il a violé avec son corps, avec son pénis quoi, et qu'il a éjaculé. Ça nous prouve donc que la version qu'il donne des agressions et des meurtres n'est pas fidèle à la réalité. Est-ce que c'est du mensonge ou est-ce que c'est parce qu'il se souvient pas très bien? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ça peut faire un petit peu douter de ses récits. Alors je vais pas vous raconter sa version pour chacun des meurtres, mais je vais en prendre un par exemple, celui de Martine Mathias.
Patrice Allègre raconte avoir rencontré Martine dans un McDonald's au début du mois de février 97. Il lui aurait demandé s'il pouvait s'asseoir à la même table qu'elle pour manger et de là ils auraient sympathisé, se trouvant notamment un point commun autour de la boxe, sport que Allègre avait pratiqué dans le passé et que Martine connaissait très bien puisqu'elle était championne de France de cette discipline, rien que ça. Toujours selon Patrice Allègre, Martine aurait accepté de le revoir et l'aurait invité à boire un verre chez elle quelques jours plus tard, et ce serait donc lors de ce rendez-vous que tout aurait dérapé jusqu'au meurtre de Martine Mathias. Sauf que les éléments de l'autopsie ne semblent pas vraiment corroborer ce scénario. Visiblement, on a retrouvé dans les analyses toxicologiques de la victime des traces d'alcool alors qu'elle ne buvait pas, et surtout de chloroforme. On a également retrouvé des marques dans la région anale qui font penser à une électrocution. Or, je vous avais dit qu'une ampoule avait été dévissée et que le circuit électrique avait, semble-t-il, été manipulé par quelqu'un. Tout ça conduit plutôt à croire que Martine Mathias n'avait pas du tout invité Patrice Allègre chez elle, mais qu'en fait, c'est lui qui l'aurait prise pour cible, puisqu'il habitait en face de chez elle et que de chez lui, il pouvait carrément l'observer, puis qu'il l'aurait neutralisée étant donné que, en temps normal, elle aurait eu l'ascendant physiquement. Évidemment, on n'a pas de confirmation de tout ça, mais je trouvais important de souligner l'écart qu'il peut y avoir entre la version racontée par le tueur d'un côté et les indices et les éléments du dossier de l'autre. Alors je pense qu'il est temps désormais que je vous parle de Patrice Allègre et qu'on voit ensemble sa biographie. On va avoir besoin de ces éléments pour ensuite discuter de son profil psychologique. Et puis, je terminerai par vous raconter son procès et sa condamnation. Patrice Allègre est né le 20 juin 1968 à Toulouse. Sa mère Michèle était coiffeuse et n'avait que 17 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de lui. Et son père, Roland, était policier. Il est même devenu CRS quand Patrice avait 6 ans. Et il avait à ce moment-là 21 ans. Patrice a toujours su qu'il était un accident, c'est-à-dire un enfant non désiré. D'ailleurs, sa grand-mère paternelle a déclaré: c'est l'état de Michèle qui a amené mon fils à l'épouser, contre son gré, car il avait le sens du devoir. L'enfant, il n'en voulait pas. Super comme point de départ dans la vie, vous vous en doutez. 7 ans plus tard, Michèle et Roland donneront cependant naissance à un deuxième garçon, le petit frère de Patrice, qui cette fois était une naissance désirée. Alors l'enfance de Patrice Allègre n'est vraiment pas rose. Son père est violent, il frappe sa femme régulièrement, il y a énormément de disputes, de cris et de coups entre eux. Patrice tente parfois, alors qu'il est enfant, de s'interposer, mais il se retrouve giflé ou frappé à son tour. Et Roland, donc le père, est également très souvent absent du fait de son métier. Sa mère, à l'inverse, est très aimante avec son fils. C'est une enfant de la DAS et elle est devenue coiffeuse et tient son propre salon. Mais elle est loin, très loin d'être exempte de défauts. C'est une femme alcoolique qui se saoule très souvent. Un jour, alors que Patrice n'était pas bien grand, elle s'est carrément effondrée en coma éthylique devant lui en pleine journée dans son salon de coiffure. C'est aussi une femme infidèle qui trompe beaucoup son mari. Bon, ça à la limite, mais le problème c'est que Patrice assiste à certaines de ses relations sexuelles. Souvent, alors qu'il essaie de dormir dans sa chambre, il entend les gémissements de sa mère et d'inconnus dans la pièce d'à côté et doit carrément s'enfoncer la tête sous un oreiller pour essayer de masquer les bruits. Une autre fois, elle fait une fellation à un de ses amis dans une voiture alors que le petit Patrice, de 6 ans, est attaché à l'arrière et qu'il assiste à toutes les scènes. Bref, c'est un environnement vraiment tout à fait sain pour grandir, vraiment. Patrice Allègre va avoir tendance à vivre tous ces événements d'une façon très dichotomique. Il déteste son père, vraiment du plus profond de son cœur, et de l'autre côté, il idolâtre sa mère, avec qui il est vraiment très protecteur, il supporte pas qu'on dise du mal d'elle. On est vraiment ici, clairement, sur un gros stéréotype du complexe d'Oedipe. À l'école, c'est assez vite compliqué pour Patrice qui a du mal à suivre les cours, le rythme, il prend beaucoup de retard, il va redoubler sa 6e, puis il va redoubler sa 5e, ce qui crée un décalage d'âge assez important avec ses camarades. Avec tout ce qui se passe à la maison, il n'a pas du tout l'esprit à étudier, il en a pas envie non plus, il sèche beaucoup les cours, ce que sa mère permet du moment visiblement qu'il fait le ménage à la maison. En cours, c'est un élément extrêmement perturbateur, il se bat avec les autres élèves, il dégrade le matériel, il va se faire renvoyer de 3 collèges en 3 ans, et finalement il part en CAP mécanique, mais tout comme avant, ça le passionne pas et il ne termine pas cette formation. Par contre, c'est à l'adolescence, donc à peu près à ce moment-là, que Patrice Allègre commet ses premiers délits. Ça va être principalement des vols, genre d'argent, de mobylettes, de choses comme ça, mais aussi des faits de violence et du trafic de stupéfiants.
Sauf que à chaque fois qu'il se fait pincer, son père passe derrière pour tenter de lui sauver la mise, afin de lui éviter des poursuites judiciaires. Roland Allègre va par exemple payer 30 000 francs pour dédommager plusieurs victimes des vols de son fils. Cette période est aussi accompagnée d'une consommation importante d'alcool et de drogue chez Patrice Allègre, et ce dès l'âge de 14 ans. Et le problème, c'est que Patrice, qui est décrit comme charmant quand il est sobre, se transforme totalement dès qu'il est sous alcool ou substance. Il devient vraiment violent, tous ses amis le savent et ça leur fait même peur. Il y a une anecdote qui est particulièrement glaçante à ce propos. Malheureusement, je sais pas exactement quand ça s'est produit, mais probablement alors qu'il était encore soit adolescent, soit jeune adulte. Allègre était dans un bar complètement ivre et un mec aurait visiblement fait une remarque désagréable sur le petit frère de Patrice, ce qui l'a rendu fou de colère. Patrice Allègre s'est absenté pendant un moment, puis il est revenu dans le bar avec un pistolet qu'il a braqué sur la tête du gars et il a tiré. Je sais pas par quel miracle, le coup n'est pas parti, l'arme s'est enrayée et il a pu être maîtrisé, mais ça aurait pu être son premier et peut-être aussi son dernier meurtre. Je pense d'ailleurs qu'on peut rapprocher le début de ses conduites addictives avec un événement traumatique dans le parcours de Patrice Allègre, puisque c'est à cet âge-là, vers 14 ans, qu'il a été pris en autostop par deux hommes qui l'ont initié aux drogues dures en lui injectant un produit en intraveineuse et qui ont ensuite profité que le jeune garçon soit drogué pour le violer dans leur voiture avant de l'abandonner sur le bord d'une route en pleine campagne. Ce viol qu'il subit alors qu'il est encore qu'un enfant, c'est évident que ça va laisser des séquelles chez lui et ça vient s'ajouter à tout ce que je vous ai décrit précédemment en tant que facteur du passage à l'acte. Ça fait quand même beaucoup de choses pour un jeune garçon qui n'a même pas encore 15 ans à l'époque, alors attention, hein, ça n'excuse pas le tueur qui va devenir par la suite, évidemment, c'est juste que, disons, nous, ça nous permet d'un petit peu mieux comprendre. Encore une fois, je dis pas que tous les enfants qui ont subi des violences ou des agressions dans un contexte familial comme celui d'Allègre deviendront comme lui par la suite, bien heureusement, hein. Mais vous le savez, l'accumulation de facteurs de risque, ça fait pas tout, ça va aussi se combiner avec un environnement, avec un certain type de personnalité, avec des potentiels troubles psychologiques, etc. En mars 1983, Roland Allègre demande l'aide du juge des enfants qui ordonne le placement de Patrice dans un foyer éducatif à côté de Nîmes. Patrice n'y restera qu'un mois avant de fuguer, puis il sera autorisé par sa famille à aller vivre chez sa grand-mère paternelle jusqu'à sa majorité. Cette grand-mère qui s'appelait Cécile Allègre, il l'aimait beaucoup et je pense qu'elle l'aimait aussi parce que on sait qu'elle lui a rendu visite en détention une fois par semaine jusqu'à son décès en 2001. Donc j'imagine qu'ils étaient très proches et que c'était une personne très importante dans sa vie. En avril 1985, Patrice Allègre est arrêté après avoir volé une mobilette. Son père parvient à faire en sorte, encore une fois, qu'il ne soit pas poursuivi, mais les policiers prennent tout de même ses empreintes digitales. Quelques mois plus tard, Allègre passe un cap dans la violence et va commettre sa première agression alors qu'il a tout juste 17 ans. Dans une fête, il fait la rencontre d'une jeune fille avec qui le courant passe plutôt bien. Et à un moment de la soirée, ils vont dans le parc pour s'isoler. Patrice s'emballe, il saute sur la jeune fille qui le repousse. Mais ça, Patrice Allègre, il ne le supportait pas, je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Donc il l'a étranglée, mais heureusement il s'est vite arrêté et il s'est excusé et l'a ramenée chez elle. Vous voyez bien ici les prémices de son futur mode opératoire. Ensuite, concernant la vie amoureuse de Patrice Allègre, je pense que c'est important de dire qu'il a jamais vraiment eu de difficultés avec les filles. C'était un mec qui plaisait, comme je vous l'ai dit, mais le souci c'est qu'il avait vraiment ces deux faces. Tant que les filles disaient oui, il était charmant, mais si elles s'opposaient à lui ou refusaient quelque chose, il devenait très violent. Il y a eu principalement deux femmes importantes dans le parcours sentimental de Patrice Allègre. La première s'appelait Cécile. Ils se rencontrent en 1986 alors que Patrice a 18 ans et c'est sa première grande histoire d'amour. Patrice et Cécile vont rester ensemble pendant 7 ans et donner naissance à une petite fille en 1989, quelques mois après le premier meurtre commis par Patrice Allègre. La relation avec Cécile était à l'image de celle entre ses parents, je crois. Beaucoup de disputes, beaucoup de cris et des coups aussi. Patrice pouvait se montrer violent avec sa conjointe. Il est d'ailleurs arrivé qu'il s'emporte après qu'elle lui ait refusé un rapport sexuel et son premier réflexe a été de serrer ses mains autour de son cou pour l'étrangler avant de se reprendre et de murmurer « pas toi, pas toi ».
En 1994, Cécile se retrouve à l'hôpital avec la mâchoire cassée. Elle décide de porter plainte contre Patrice qui est condamné à quelques semaines de détention. Et puis en 1995, c'en est trop pour Cécile, le couple se sépare et elle met Patrice à la porte. L'année suivante, Allègre rencontre Sylvie avec qui il va vivre une histoire d'amour assez intense pendant un petit peu moins d'1 an jusqu'au mois de février 97, quand elle le quitte, elle aussi ne supportant plus la violence et les coups de son compagnon. C'est à ce moment-là que Patrice Allègre se retrouve à dormir chez son copain Yves et qu'il va agresser Émilie Espès. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu dans la chronologie, je sais que je fais pas mal d'allers-retours dans le temps parce que vous avez vu, j'aborde pas tout uniquement dans l'ordre chronologique, mais plutôt par angle ou par thématique. J'espère que c'est pas trop compliqué quand même. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à enregistrer. Je pense qu'on va avancer à la partie du procès dans laquelle je vais intégrer les avis des experts psychiatres qui ont rencontré Patrice Allègre. Comme ça, ça vous donnera assez d'éléments factuels sur sa psychologie. On a vraiment beaucoup de matériel qui a été publié là-dessus et c'est assez rare pour un cas français, donc vraiment je vais en profiter pour beaucoup m'appuyer sur ces rapports d'experts-là. Le procès de Patrice Allègre débute le 11 février 2002 à Toulouse. Allègre est accusé de 6 viols, 5 meurtres et 1 tentative de meurtre, et il est défendu par maître Laurent Boguet et par maître Pierre Alfort. Déjà, avant que je vous parle des rapports des experts psy, je voudrais dire que le procès de Patrice Allègre a été l'occasion de pointer du doigt les énormes erreurs commises par la police lors des enquêtes concernant les morts de Valérie Thariot et de Martine Mathias. Vous vous rappelez, hein, ce sont 2 cas de mort archi suspectes qui se sont soldés par une conclusion de suicide. Je vous donne un petit extrait d'un des procès-verbaux de l'époque quand les policiers commençaient à s'intéresser au profil de Patrice Allègre. Ce n'est pas possible que ce soit un meurtrier car il ne laisserait pas autant de traces. Bref, le procès n'a pas franchement été un beau moment pour les officiers de police, au point qu'il y aura des rumeurs selon lesquelles Allègre aurait été protégé par la police. Je vous rappelle que son père en faisait partie aussi, hein. Mais tout ça, on va dire que ça fait plutôt partie du banc complotiste dont je vous parlais en début de vidéo et qui mériterait d'être traité à part. Donc on va en revenir au procès et désormais à l'avis des experts psychiatriques. Déjà, comme j'ai commencé à vous le dire dans la vidéo, ce qui se remarque d'emblée, c'est vraiment le contraste de perception entre l'image du père et de la mère. D'un côté, on a la mère qui est vraiment idéalisée et de l'autre, le père diabolisé. Ça, c'est la perception de Patrice Allègre. Ça veut pas dire que son père était le mal incarné, ni que sa mère était un ange, mais lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Je parle de ça dès maintenant parce que ça va servir de base à pas mal d'explications des experts psy, Daniel Zaguri en tête. Vous le connaissez hein, maintenant si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je vous en parle souvent parce qu'il a expertisé beaucoup de tueurs en série français. La version des proches, que ce soit le père ou le petit frère de Patrice Allègre, elle est pas aussi tranchée concernant les violences, en tout cas à l'égard de Patrice, parce que je crois par contre qu'ils ont pas vraiment nié les violences conjugales. Ce père détesté, Patrice avait sérieusement proposé à sa mère de le tuer alors qu'il n'avait que 13 ans. Ce père détesté, il était présent lors du procès, il s'est exprimé à la barre. Il a notamment déclaré en regardant son fils dans les yeux que, malgré tout ce qu'il avait fait, il l'aimait quand même. La réponse de Patrice ? Eh bien moi, je ne t'aime pas. Je te déteste. J'aurais dû te tuer comme j'en ai parlé à maman. Comme ça, je n'aurais pas fait tout ce mal. Donc là, vous voyez bien que lui-même fait le lien entre ses passages à l'acte et son père. Par contre, il a toujours refusé de faire un parallèle entre sa mère et les meurtres. Et du coup, quand je vous disais presque sur le ton de la blague que le cas de Patrice Allègre pourrait être une représentation très concrète du complexe d'Oedipe, en fait, il faut savoir que c'est littéralement l'explication apportée par les experts lors du procès. Les actes criminels pourraient avoir à la fois pour rôle de réaliser l'inceste et d'annuler cet inceste horrifiant. L'enfant qu'il était autrefois a subi des traumatismes désorganisateurs dans le contexte de débordements sexuels maternels. Excité et terrorisé autrefois par les gémissements maternels, il est devenu l'adulte tout-puissant et terrorisant qui supprime ses gémissements en étranglant ses victimes. C'est ce qu'aurait aussi dit Patrice Allègre à sa manière « On ne peut pas parler quand on se fait étrangler ». À ce propos d'ailleurs, il est également intéressant de noter qu'il agresse toujours ses victimes lorsqu'elles sont inconscientes, après les avoir assommées en général, et que la seule victime qui a réussi à le faire redescendre en pression, c'est Émilie Espès, qui justement s'est réveillée et lui a parlé. Je me retrouve la tête sur la banquette,
avec des grosses mains qui m'étranglent. Et je me suis dit que c'était terminé, quoi. Enfin, au début, j'ai pas compris, puis après, je me suis dit, bah voilà, hein, c'est la fin. Lui, il avait les yeux exorbités, c'était plus du tout le même, quoi. C'est comme s'il avait besoin que l'autre soit réduit à l'état d'objet pour pouvoir l'anéantir, mais que, en reprenant conscience, Émilie avait comme retrouvé un visage humain. Concernant cette agression, Allègre, comme d'habitude, n'avait pas grand-chose à dire. J'ai un trou. Je l'ai étranglée, je me souviens. Un moment après, elle s'est réveillée, je me suis excusée. Ça m'a fait redescendre sur terre. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je ne sais pas quoi dire. Émilie Espès, seule survivante parmi les victimes de Patrice Allègre, est venue témoigner lors du procès. Je m'étais endormie dans la voiture. Quand je me suis réveillée, il était sur moi, en train de m'étrangler. Je me suis dit que c'était la fin. Il avait les yeux révulsés, c'était un animal. Je lui ai dit que c'était pas grave, que ça pouvait arriver à tout le monde. Il s'est mis à pleurer. Plus tard, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était triste, ennuyé de me voir avec ces traces de coups. Il était sincère. C'est un être humain, il a aussi des moments de sincérité. Concernant le mobile de Patrice Allègre, vous allez me dire, c'est facile, c'était un mobile sexuel. Eh ben en fait, pas vraiment. Bien que ce soit l'explication qui semble la plus évidente au vu de ses actes, la motivation derrière les passages à l'acte n'était pas réellement, ou en tout cas pas entièrement sexuelle. Il a d'ailleurs lui-même dit n'avoir éprouvé aucun plaisir sexuel lors des agressions. C'était autre chose, c'était plus fort que moi. Pour Daniel Zaguri, cet homme, qui a tantôt des relations sexuelles normales et tantôt commet d'atroces meurtres, est bien plus qu'un pervers sexuel. C'est une destructivité primaire qui s'empare de l'appareil sexuel et non la sexualité qui s'exprime dans une érotisation sadique. Autrement dit, c'est la violence qui tente de se sexualiser, mais non la sexualité qui dérape sur un mode violent. En fait, je pense que si Zaguri en vient à penser ça, c'est parce que on voit que Patrice Allègre est capable d'avoir une sexualité classique, sans violence. Donc c'est pas rattaché à la sexualité elle-même, c'est comme une violence parallèle qui s'exprime dans certains cas uniquement. Et ces cas justement, ces situations, quelles sont-elles ? Vous l'avez probablement compris, ce sont les refus qui déclenchent le switch. À ce propos, Zaguri a tout de suite remarqué une anomalie. Pourquoi toutes ces femmes ont refusé les avances d'Allègre alors que dans beaucoup de cas, on voit que un flirt s'était instauré petit à petit et qu'a priori, elles avaient l'air plutôt consentantes jusque-là. Sa théorie, c'est justement que Allègre provoquait lui-même ce refus de manière inconsciente évidemment, en étant tout à coup beaucoup trop entreprenant de manière agressive. Parce qu'en fait, toujours selon les experts, ce qu'ils recherchaient réellement, c'était pas la relation sexuelle justement. D'ailleurs très souvent, ils violaient avec un objet, pas avec son propre corps. Parce qu'en réalité, la réelle motivation d'Allègre, ce serait plutôt la recherche de toute puissance, dominer l'autre, détenir le droit de vie ou de mort sur l'autre. Le fait d'étrangler en soi déjà, c'est déjà très relié à ce pouvoir justement. C'est vraiment ressentir la vie qui quitte le corps de la victime au bout de ses doigts, au bout de ses paumes. C'est un mobile qu'on retrouve très souvent chez des tueurs qui ont vécu beaucoup de traumatismes dans leur enfance et notamment qui ont eux-mêmes subi des choses de manière passive. C'est un peu leur manière totalement dysfonctionnelle de reprendre le contrôle, d'avoir même le contrôle ultime sur la vie, sur les autres. Les psychiatres Roger Franck et Daniel Agenberg écrivent à propos de Patrice Allègre. Nous pouvons penser que se retrouve là une situation de vampirisme, où l'absorption de la vie de l'autre redonne au sujet un sentiment de puissance, qui quelque part le répare. Réparation artificielle, dont les effets sont transitoires, ce qui peut expliquer en partie le besoin de répétition du scénario criminel. Et puis une autre question très importante s'est évidemment posée lors du procès. Patrice Allègre a-t-il fait d'autres victimes que les 6 connues, notamment pendant la période de pause entre 90 et 97. Parce qu'une pause de plusieurs années chez un tueur en série, c'est pas que ça existe pas, parce qu'il existe des cas comme Jeffrey Dahmer ou Dennis Rader par exemple, mais c'est rare. Du coup, sachant qu'en plus, certaines de ces victimes étaient totalement passées inaperçues pour la police au départ, on se dit que il en a peut-être fait plus. Lui dit que non, mais est-ce qu'on peut réellement le croire ? Typiquement par exemple lors de sa première garde à vue le 5 septembre 1997, alors qu'il avait reconnu 2 meurtres et une tentative, il déclarait aux enquêteurs « Je n'ai aucun autre meurtre à me reprocher, si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi je le cacherais au point où j'en suis ».
En tout cas, jamais Patrice Allègre n'a vraiment été capable d'expliquer pourquoi, selon lui, il avait tué ces jeunes femmes. C'est d'ailleurs même quelque chose qui semblait lui-même attendre de ses entretiens avec les psychiatres, comprendre pourquoi il avait agi. Si je savais pourquoi je le faisais, je ne l'aurais pas fait. Mais dans une lettre adressée à sa fille et lue par son avocat à la cour d'assises, Patrice Allègre semble pourtant avoir donné un début d'explication. La seule chose que j'ai faite de bien dans ma vie, c'est toi, ma fille. J'ai chié ma vie. Comment t'expliquer ? C'est comme une plante. Si autour tout est réuni, un peu d'amour, d'eau, de soleil, elle pousse bien droite. Par contre, si cette même plante prend la grêle, des coups, trop d'eau, elle va pousser tordue. Tout le reste de sa vie s'en trouvera changé. C'est ce qui m'est arrivé. Le 21 février 2002, Patrice Allègre a été condamné à la prison à perpétuité, accompagné d'une peine de sûreté de 22 ans. Aujourd'hui, Patrice Allègre a 54 ans. Il a été déplacé de prison à plusieurs reprises suite à des agressions d'autres détenus. Sa peine de sûreté a entièrement été purgée, il peut donc potentiellement obtenir une libération conditionnelle. C'est d'ailleurs une demande qu'il a déposée et pour laquelle, a priori pour le moment, aucune réponse n'a encore été donnée de la part du tribunal d'application des peines. Ça, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, vous le savez très probablement, en France et dans les pays de l'Union européenne, il est interdit par la Convention des droits de l'homme de condamner des gens à une perpétuité incompressible, sans possibilité, sans espoir de pouvoir sortir un jour de prison. C'est pour ça qu'on donne des peines dites de perpétuité qui sont accompagnées de périodes de sûreté, souvent c'est 22 ans, et ça peut aller jusqu'à 30 ans maximum, qui sont les années pendant lesquelles le détenu ne pourra pas faire de demande de libération conditionnelle ou d'aménagement de peine. Par contre, à l'issue de cette période, ça devient possible. Ça ne signifie pas forcément que le détenu en question obtiendra la libération qu'il demande, mais ça veut dire qu'il a juste le droit de la demander et qu'ensuite c'est à un collège d'experts d'analyser son dossier et de donner une décision. En général, ces experts ils vont prendre en compte l'évolution personnelle du détenu, sa dangerosité, ses remords, sa capacité à réintégrer la société, tout un tas de paramètres dans ce style-là. Son avocat, en tout cas, Pierre Alfort, dit qu'il s'est remis en question grâce au travail avec un psychiatre et qu'il lui a parlé des victimes qui le souhaitent ni choquer ni heurter les familles. Après voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un homme qui souhaite sortir de prison, qui est en droit de le demander, donc qui le fait. Je pense qu'il a envie de pouvoir voir sa fille, de voir sa compagne aussi, puisque depuis son incarcération, il s'est mis en couple avec une psychologue originaire du Canada qui est venue s'installer en France près de sa prison. Vous vous doutez bien que l'opinion publique et que les familles des victimes sont contre cette libération, mais je sais pas si ça peut réellement avoir un poids sur la décision qui sera rendue par la justice. Je vous tiendrai au courant si jamais il y a du nouveau. Sur une note bien triste, Émilie Espès, la seule victime qui avait survécu à Patrice Allègre et qui était venue témoigner lors de son procès, s'est malheureusement suicidée en 2006, 9 ans après son agression. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai totalement laissé de côté un pan entier de l'histoire qui concerne d'autres meurtres potentiels, des rumeurs, des personnes haut placées qui pourraient être impliquées. Beaucoup de choses qui sont assez complexes et floues et que j'avais pas trop envie de mélanger à ce sujet ici parce que il est déjà assez dense comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on en reparle, et moi de mon côté je vais regarder aussi s'il y a suffisamment d'éléments pour en faire une seconde vidéo. Je suis pas encore vraiment très sûre, enfin bon c'est vraiment quelque chose qu'on verra plus tard. J'espère vraiment que mon travail sur cette affaire vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était long hein, aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et le commentaire qui font toujours super plaisir. Je veux dire un grand merci encore à Shadows d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. Je vous rappelle que le code SoniaLiu vous donne actuellement accès à 1 mois d'abonnement gratuit sur leur plateforme. Le lien se trouve en barre d'informations. C'est vraiment la période idéale pour vous inscrire et pour regarder plein de films d'horreur pour Halloween.
Moi je vais vous dire pas tout à fait à la semaine prochaine, puisque samedi prochain il n'y aura pas de vidéo, mais ne vous emballez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause, puisque on se retrouvera ensuite du 25 au 31 octobre pour une vidéo thread Halloween par jour, donc 7 vidéos d'affilée pour faire le décompte avant notre nuit de l'année préférée. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous, passez un bon week-end et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember